Moi, je voudrais témoigner en tant qu'horrible père qui a laissé ses enfants pleurer et qui continue de le faire. Je ne suis pas sûr que ce soit par la pression sociale, mais lorsque je suis fatigué et que je ne comprends pas pourquoi il pleure, je ne peux pas faire mieux et je suis très irrité par un pleur constant, une alarme, comme tu dis. Et je n'ai pas d'autre réponse à un moment donné que de dire « Bon bah, pleure mon enfant ». C'était un témoignage, c'est pas une question. Tout à fait. Mais moi, j'ai pas de recette, je suis pas du tout là pour dire que ce que font les uns est mal et ce que font les autres est bien. Je pense en plus que c'est pas le cas. Et puis, le fameux lien en question, qui est en fait un feu vert que les parents donnent à la disposition spontanée de l'enfant. Alors, il faut se dire que l'enfant est à chaque instant susceptible, dans sa grande recherche de lien, d'abandonner sa disposition spontanée au profit des préférences de ces personnes de référence primaire. Vous voyez quelle responsabilité nous portons à cet endroit-là? C'est-à-dire que l'enfant abandonnera toujours sa préférence au nom de la nôtre. Ce lien, ce feu vert qui dit à l'enfant, tel que tu es parfait. Il ne lui dit pas. Et puis, ce n'est pas des parents qui sont toujours toujours aux aguets de « attention, il faudra que je donne mon feu vert à la disposition spontanée de l'enfant ». Et l'enfant non plus ne se tourne pas géographiquement vers ces personnes de référence primaire pour avoir un feu vert. C'est pas du tout comme ça. C'est un état, une attitude générale dans laquelle l'enfant se sait ainsi. Et du coup, ça ne nécessite même pas de présence physique. Tu n'as pas besoin d'être géographiquement là. Antonin sait que je suis là pour lui 24 heures sur 24, même si je ne suis pas géographiquement présent. Si tous ces signaux sont donnés, si tout cela fonctionne, il y a peut-être d'autres raisons. J'en sais rien, j'ai aucune analyse et je souhaite en faire aucune de ton cas particulier. Mais il faut aussi voir, je parle vraiment de l'enfant, qui a pu rester un enfant, intégralement. C'est là que doit commencer le scan de la situation. Parce que c'est un enfant qui peut être un enfant depuis... Je ne parle jamais que de ce que je connais, c'est-à-dire d'un enfant qui est toujours resté enfant. Et d'un enfant qui, lorsqu'il a reçu ce feu vert de la part de ces personnes de référence primaire, est sur des rails. Et ça, il faut qu'on se le dise. C'est-à-dire que lorsque l'enfant a fait montre d'une disposition spontanée et que ces personnes de référence primaire ont donné leur feu vert à cette disposition spontanée, l'enfant est sur des rails et peut rencontrer le vaste monde avec toutes ses difficultés, ses pressions, ses méchancetés, ce que vous voudrez. Ça ne l'en dévie plus. Pour vous donner un exemple, tu vas voir, j'essaie de répondre quand même directement à ta question. Mais pour vous donner un exemple, Antonin, un matin, se lève en disant, il avait à peine 2 ans, 2, 4, 6. Alors pourquoi des chiffres? Pourquoi des chiffres pairs? Pourquoi ces 3-là? Pas la moindre idée. Et tout le monde était enthousiaste, il avait son feu vert, il était sur des rails. Il est allé dans le vaste monde. Dans le vaste monde, le jour même, tu rencontres quelqu'un qui est très choqué de nous voir si rayonnants les uns et les autres quand il dit 2, 4, 6. Et cette personne dit, mais attendez, mais vous ne pouvez pas le laisser comme ça, vous le laissez s'incruster dans l'erreur. D'abord, il compte pas bien, mais en plus, il prononce pas bien. Et elle lui dit, viens Antonin, viens, je vais te montrer. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Antonin, qui est sur des rails et qui a entendu des chiffres, qu'est-ce qu'il dit? 2, 4, 6. Ben nous, ça tombe bien, c'est parce que nous, on est très curieux de savoir quel sera le prochain pas. Et quelques jours plus tard, il s'est trouvé que le prochain pas naturel, dans son développement à lui, qui est unique, était de dire 2, 4, 5, 6. Et on était sûr que c'était son développement personnel. Si nous avions été l'autre personne, et qu'au moment où il a dit 2, 4, 6, on avait pensé, ce serait quand même mieux que tu dises 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il aurait perçu cela, et au moment où il a ajouté ce 5, on n'aurait jamais pu savoir si c'était de sa disposition spontanée ou notre influence. Autrement dit, c'est partout par là que moi, quand j'entends des témoignages de ce type, je me mets à m'interroger. À quel moment est-il nécessaire que l'enfant manifeste tellement son besoin d'attachement, etc. À quel moment a-t-il été mis en danger? À quel moment n'a-t-il pas été en confiance, etc., etc. Il y a plein d'histoires personnelles. Il y a plein de choses qui trouvent. Il y a plein de choses qui peuvent. Et surtout,
dans notre monde, il y a plein de facteurs contrariants, il y a plein de facteurs qui vont à l'encontre de la disposition spontanée. Est-ce que ça peut te servir de réponse ou pas vraiment? Oui, bien sûr. Ce qui va à l'encontre de la disposition spontanée, c'est nous aurons à débattre en sortant d'ici avec notre propre vie. Voilà, mais la question c'est à vous qu'il faut la poser. Alors dans l'ordre, ça fait 1, 2. Alors moi je voudrais témoigner par rapport, on se connaît pas, enfin moi je te connais parce que je t'ai vu dans des journaux, mais la réciproque est pas vraie. En fait je voulais répondre à la dame du fond qui est contre le mur. Moi j'ai 4 enfants qui ont été déscolarisés, donc qui ont été à la maison, j'ai toujours 4 enfants, maintenant il y en a qui sont à l'école, il y en a qui sont à la maison. Donc je voulais répondre par rapport au lien social et par rapport aux références sur d'autres enfants. Donc en fait, c'est des enfants qui n'ont aucune... donc maintenant, les plus grands ont choisi de retourner à l'école. Donc j'en ai 2 au collège, à l'école primaire, et puis j'ai toujours ma fille à la maison. Et en fait, ce sont des enfants qui n'ont pas du tout d'a priori sur l'âge, sur les gens à qui ils s'adressent. Et dernièrement, j'étais avec une copine, ma voisine à côté qui a la même expérience que moi, et une copine qui a des enfants qui sont scolarisés, et elle me dit mais toi ce qui est super quand on vient chez toi, c'est que les enfants s'ils sont dans leur chambre, devant la télé, dans le jardin, ils viennent, ils disent bonjour, et à table ils s'assoient, ils discutent, alors que moi les miens on les voit jamais. Et en fait je lui dis mais c'est normal, enfin moi mes enfants sont jamais allés à l'école, donc ils n'ont pas cette notion de je ne parle qu'aux enfants de mon âge, ou je parle pas aux filles, je parle pas aux garçons, enfin voilà. Donc premier point, ça c'est vérifié. Et quand mon aîné a voulu rentrer au collège, il a fait ce choix il y a 3 ans. Nous on est arrivés, on l'a mis un petit peu en CM2 à la fin pour qu'il voit un petit peu à quoi ça ressemblait, les horaires, le fait de se lever le matin et tout ça. Et quand on l'a mis en CM2, pour parler de niveau, malheureusement, parce que quand on retourne dans un système, on est obligé de se caler sur un niveau. Pour moi, il avait quasiment un niveau de 3e. Donc, on l'a mis 3 mois ou 2 mois en CM2. On s'est dit, non, mais la 6e, c'est même pas envisageable. Donc, on a fait une demande de saut de 5e pour qu'il passe directement en 5e. Et là, ça a été le tollé général. L'école a refusé. Le collège ne voulait pas prendre un enfant qui arrivait de nulle part, puisqu'il arrivait de nulle part, forcément. Il était pas là. On a dû se battre comme des malades. On est passé devant une commission à l'inspection d'académie, on a eu gain de cause, et donc notre gamin est rentré et donc les arguments sont ceux que tu as avancés tout à l'heure, c'est-à-dire, mais enfin il n'est jamais allé à l'école, comment il va faire pour savoir remplir un cahier de texte, comment il va faire pour savoir tenir un classeur, et voilà, et on a dû répondre à ce type de questions quand même, devant une commission de 20 spécialistes, des professeurs, des conseillers pédagogiques d'éducation, etc. Donc, si vous voulez savoir la fin de l'histoire, il est rentré en 5e, il a toujours très bien marché à l'école. À partir du moment où il a fait ce choix, voilà, et les gens, les spécialistes qui nous ont rencontrés sont particulièrement intéressés par leur motivation, leur facilité d'apprentissage, leur envie d'apprendre. Et on a souvent des retours de la part des profs, des conseillers pédagogiques, tout ça, qui viennent nous demander, mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait avec vos enfants pour qu'ils aient cette envie spontanée d'apprendre, voilà. Donc oui, la motivation, elle vient de ce qu'on vit. Non, ils ne sont pas casés dans des cases d'âge. Et c'est des enfants qui s'adressent à tout le monde, qui s'adaptent absolument à toutes les situations. Et donc, pour ma dernière fille, pour finir l'histoire, qui a 4 ans, qui est quand même allée un peu à l'école l'année dernière, parce que tous ses frères ont décidé de retourner à l'école. Voilà, elle s'est retrouvée seule à la maison, donc je vais essayer. Donc elle a essayé une première année de maternelle. À la fin de l'année, elle a refusé d'y retourner. Et quand je me balade dans les magasins, etc., avec ma fille, les gens me disent mais elle n'est pas à l'école, la petite? Et je dis non, elle n'a pas envie. Et alors là, c'est carrément les yeux révoltés. Voilà. Et donc là, je disais que j'avais pas le temps. Voilà. Et la réflexion qu'on me dit, c'est c'est sûr, hein, si on demande à un enfant de cet âge-là, c'est sûr qu'il n'a pas envie d'y aller. Et moi je dis s'il n'a pas envie, pourquoi vous le mettez? Voilà. Au sujet justement des cahiers de la discipline, j'aurais quelque chose à dire tout à l'heure. Merci. Je suis pas du tout, moi, je me positionne jamais par rapport à l'école, vous l'aurez remarqué. Tout à fait. Et aussi de la notion de choix personnel.
Oui, une question. J'ai bien noté l'enthousiasme comme étant un facteur nécessaire pour bien apprendre. Est-ce qu'il t'est arrivé de t'ennuyer? Et comment tu situerais l'ennui dans le processus d'apprentissage? Alors, tu vois, c'est la première fois ce soir, mais c'est souvent le cas. Il y a des questions que je n'arrive pas à comprendre parce qu'elles contiennent des notions que je ne cerne pas du tout. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appris à classer les choses. Tu vois, je n'ai pas appris à différencier travail et vie privée, loisirs et boulot, apprentissage et jeu. Ça serait le plus stupide, mais c'est ce qu'on fait souvent. Il faudrait que tu réussisses à me faire comprendre ce qu'est l'ennui. Je ne suis pas du tout en train de faire un jeu rhétorique. Hein. C'est une notion... le fait de ne pas savoir ce que tu as envie de faire à un instant donné. Ne pas savoir ce qu'on a envie de faire, ce n'est pas un état d'enfance. Tu ne rencontreras pas d'enfant qui ne sait pas ce qu'il veut faire parce que chaque enfant veut jouer. C'est très drôle. C'est Antonin qui, depuis quelques jours, a compris la notion de métier. Et donc, il demande à tout le monde, c'est quoi ton métier à toi? Et c'est quoi ton métier à toi? Et toi, c'est quoi ton... Et donc, il y a forcément quelqu'un qui lui répond, et toi, c'est quoi ton métier? Ah, moi, c'est de jouer et de regarder. Alors, je n'ai jamais dit une chose pareille, mais je crois que c'est une bonne réponse, c'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il est enfant, et les deux fois avec une majuscule, ne connaît pas la notion de ne pas savoir ce qu'il veut faire, puisqu'il veut toujours faire. Mais ça peut aussi être quelque chose de l'extérieur que nous ne voyons pas et dont nous pensons que c'est une vacuité, alors que d'être plein de vide est une excellente manière de s'occuper. Je te mets au défi d'y arriver de nos jours. Si tu n'es plus un enfant. Et donc, la notion d'ennui, de s'ennuyer, de ne pas savoir que faire, n'est pas une notion de l'enfance, c'est une notion d'adulte. Et je pense que l'ennui naît de la sursollicitation que les adultes ont, que les adultes exercent, et cette sursollicitation provient de leur crainte que l'enfant s'ennuie. Or, les enfants nous montrent qu'ils ont la plus incroyable des ténacités, la plus incroyable des endurances. Ils nous montrent qu'ils adorent les choses qui se répètent indéfiniment, qui reviennent toujours la même histoire, toujours les mêmes rituels, à heure fixe s'il vous plaît. Et ils ont une constance dans la réitération et une intensité, une véracité dans leur manière de se consacrer à quelque chose qui nous montre par tous les moyens que c'est quand on dilue cette constance qu'il y a peut-être danger d'ennui. Est-ce que ça répond à ta question ou pas du tout? Enfin, pas plus tard que cet après-midi, j'ai une petite de 8 ans qui, je prenais ma tisane et on discutait, et puis voilà, c'est sorti, je m'ennuie. Bon. Mais je vais réfléchir à ta réponse, hein. J'ai besoin de... Tu vois, c'est une situation que je ne comprends ni ne connais. C'est la seule réponse que je peux t'apporter. Ça veut dire que donc, quelque part, il y a un élément perturbateur artificiel. Je n'ai jamais vu chez un enfant apparaître cette notion. Un enfant qui ne sait pas quoi faire, c'est un enfant qui attend des ordres. C'est donc un enfant qui a appris à exécuter des ordres. C'est un enfant qui a appris à exécuter, à se conformer à ce qu'on lui demande, à livrer des réponses aux questions qu'on lui pose, et qui est déconnecté de sa créativité et de sa spontanéité. J'ai l'impression que c'est ça. Je me trompe peut-être, hein? Jouer seul, c'est souvent ce que les enfants aiment le plus faire. Hein? Mais c'est nous qui sommes pétris de notions. C'est très très intéressant. Si on s'en libérait, ce serait étonnant de voir, si on se libérait de toutes ces notions-là et qu'on était vraiment capable d'être dans un état vide face à l'enfant pour juste le regarder, nous montrer le chemin, tu ne peux pas t'imaginer. Mais je vous invite à le faire, essayez. Si ça ne marche pas, vous pourrez toujours faire autre chose, mais essayez. Vous allez être étonné de voir ce qui se produit ou ne se produit pas alors. Mais est-ce que je me suis ennuyé? Non, jamais. Pas encore. Mais j'ai toujours fait avec passion et véhémence les choses que j'aimais, et il n'y avait jamais assez d'heures dans la journée pour les pratiquer suffisamment. Je crois que c'est la réponse, non?
Je voudrais partager avec vous une observation que je fais depuis que mon fils va à l'école, depuis 6 mois. Donc, il a fait sa première rentrée scolaire à la maternelle. C'est le fait de s'adresser maintenant aux autres enfants de son âge ou à peu près de son âge en disant « t'es mon copain, t'es ma copine » et en s'approchant de lui avec une espèce d'intensité comme s'il voulait vérifier qu'il y avait quelque chose par rapport au lien, ce dont vous avez parlé précédemment. Et je suis vachement surprise de ça parce que moi j'ai pas influencé quoi que ce soit. Mais c'est comme si tout d'un coup il y avait un doute par rapport. C'est ça, c'est le doute. Je me demande si. Et en fait, ce matin en allant le chercher, j'ai remarqué qu'un autre enfant de la classe lui demande est-ce que tu es mon copain? Et lui il dit non. Mais oui, j'ai l'impression que c'est complètement décousu cette réponse. Et c'est un truc que j'observais pas avant la scolarisation. Alors, en tout cas, moi, je ne peux pas vous parler de la scolarisation, c'est pas du tout mon truc. En plus, je ne critique pas la scolarisation du tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'enfant qui établit un lien ne se demande jamais s'il y a lien ou pas. Parce que c'est tout à fait logique. Tu établis une relation de cœur à cœur, de personne à personne. Il y a un échange, un enrichissement mutuel, quelque chose qui circule. Tu ne te demandes pas est-ce qu'on est copains. Si tu te poses la question, c'est qu'éminemment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a ce doute, effectivement. Parce qu'on est dans une communauté totalement artificielle. La communauté de pères, à IRS, est, du point de vue neurobiologique, le pire qui puisse nous arriver. D'ailleurs, la nature, de manière permanente, cherche la diversité, cherche la plus grande diversité comme facteur d'enrichissement. Hein, on le sait que la nature cherche ça, et nous, ce que nous faisons avec les enfants, excusez-moi le gros mot, mais c'est de la consanguinité intellectuelle. On cherchait des mots de plus de 3 syllabes, celle-là, elle est bien. Hein. Je peux que raconter ça au sujet de la question est-ce que tu es mon copain ou pas. Je me suis jamais posé cette question. Tu es mon copain? Alors, je ne vois pas. Oui. Je peux poser une question? Oui, mais je ne sais pas où tu es. Ah. Excusez-moi. Il est compliqué. Donc, si j'ai bien compris, tu es un enfant enthousiaste, compétent et avec une volonté de réussite. Et alors, je m'aperçois que tu es comme tous les enfants, comme nous tous, normalement. Tu es conditionné, toi aussi. Et je te situe dans un cadre d'opposition à un système établi. Donc là, finalement, je parle de tes parents. C'est le sentiment que j'ai. Donc, dans tes paramètres de conditionnement, je te situe dans un système d'opposition. Et toi, tu n'en es pas responsable. Et justement, dans ta volonté de réussite, je m'interroge sur l'objectif. Parce que quand tu parles de cet élan révolutionnaire qui est de fonder l'enseignement sur l'enthousiasme, pour moi c'est révolutionnaire. Ce serait magnifique que ce soit ça le moteur de l'enseignement. Mais concrètement, il y a le conditionnement, encore une fois. Il y a un système établi. Donc est-ce que ta réussite, ta volonté de réussir ne se situe pas dans un élan d'opposition involontaire? Alors, il faut qu'on éclaircisse plusieurs choses là. Alors, ma volonté de réussite. Où vois-tu la moindre volonté de réussite en moi? Parce que tu te décris comme un enfant et que tu te dis soumis à cet enthousiasme, cette compétence. Et je reprends le titre. Oui, mais il faut qu'on parle du titre, justement. Donc merci, justement. Quelque part, je suis peut-être trompé par ce terme de réussite. C'est une discussion qui vaut tout à fait la peine d'être menée. Je vais d'abord, avant de répondre à ça, tout à fait, je suis tout à fait d'accord sur le malentendu, et pourtant tu vas voir qu'il est utile. Et que c'est un peu aussi pour provoquer cette discussion qu'il y a cette partie du titre. Mais on va d'abord parler d'autre chose. On va parler de l'opposition. Alors là, par contre, je m'oppose complètement à toi. Parce que, à aucun moment, mes parents ne se sont décidés contre quoi que ce soit. À aucun moment, ils ne se sont décidés contre l'école.
Je ne l'ai jamais dit d'ailleurs. Bien au contraire, mes parents, tout comme mon épouse d'ailleurs, étaient des élèves modèles. Grande réussite scolaire, heureux à l'école et épanouis à l'école, n'ayant aucun compte à régler avec l'école. C'est absolument pas une mauvaise expérience personnelle qui les aurait amenés à décider de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Ils ne se sont à aucun moment de leur vie, tout comme ça ne m'est encore jamais arrivé, de me décider contre quelque chose. Ils se sont décidés pour quelque chose. Pour la disposition spontanée de l'enfant, effectivement, comme tu dis, cette notion révolutionnaire qu'il est vraiment nécessaire d'introduire dans le paysage éducatif, qui est de cette chose scientifiquement révélée qu'est l'enthousiasme comme moteur, comme engrais, et le jeu comme moyen d'acquisition. Alors, je ne sais pas si là j'ai réussi à être assez clair, et si tu peux comprendre pourquoi, en aucun cas, c'est contre quelque chose, ce n'est ni contre la société, ni contre l'école, ni contre un système, ni contre quoi que ce soit, même pas contre le mot réussite. C'est tout simplement partir, je l'ai dit tout à l'heure, de l'enfant. C'est la seule chose. Et partir de l'enfant, c'est tout l'inverse de l'opposition, c'est un très très grand oui à la vie. Mais cette démarche, moi je n'ai pas ressenti cette notion d'opposition, d'un contrario, mais d'opposition dans le sens où il y a un système qui établit une dynamique et que eux, dans leur choix, se retrouvent d'un autre point de vue, pas du leur. Alors, c'est pas de l'opposition, c'est tout au plus nager à contre-courant. Mais se soustraire au courant est aussi une manière de ne pas lui faire front. Ils n'ont jamais fait front. Et ils se sont toujours laissés porter par la vie, par l'enfant, par l'enthousiasme, le leur. Et je t'invite à l'essayer et tu vas voir qu'au lieu de s'opposer à la société, au lieu de s'opposer à un système, on se met à vivre avec, à ne pas quitter la vie.